Bonjour et bienvenue en Corée du Sud. Je suis Jean-Romain Micol, attaché audiovisuel et correspondant industrie culturelle et créative. Bonjour, Elisa Joliveau-Brenet, chargée de mission audiovisuelle et industrie culturelle et créative. Merci à Marie et Paul de l'Institut français de nous permettre de faire un témoignage aujourd'hui en direct de Séoul. Elisa, peux-tu commencer d'abord par un panorama des musiques en Corée, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. La Corée, c'est le sixième marché mondial de la musique et elle occupe cette place depuis 2017. Elle a connu en 2020 une croissance de 44%, ce qui est assez notable et qui est notamment dû aux succès mondiaux des groupes de K-pop qu'on ne présente plus, donc BTS, Blackpink par exemple. Le marché le plus porteur au sein du secteur de la musique, c'est le digital avec 51%, et notamment à travers le streaming. Mais la vente physique représente également 46% du secteur, ce qui est vraiment notable puisque la tendance mondiale est plutôt à la baisse des ventes physiques. Mais en Corée, le CD est un véritable élément de merchandising et notamment dans la K-pop. Le live, lui, reste peu développé. La Corée est seulement au 23e rang mondial du marché des performances live et il représente seulement 1,9% du secteur. À noter un certain manque du soutien public, un nombre assez restreint de festivals et des structures indépendantes plutôt fragiles. Mais à contrario, avec la pandémie, les concerts en ligne se sont vraiment développés et ont réussi notamment à développer un modèle économique. Alors essentiellement dans la K-pop, mais BTS, par exemple, a réuni en juin 2020 756 000 spectateurs de 107 pays, soit l'équivalent de plusieurs stades. Enfin, pour ce qui est de la synchronisation, donc les bandes originales et notamment des séries télé coréennes, les dramas, celle-ci représente seulement 0,3% du secteur en 2020, mais une croissance de 160%, ce qui est à retenir, je pense, comme une opportunité potentielle dans le futur. Et d'ailleurs, Carla Bruni a fait la bande originale d'un drama coréen qui s'appelle Something in the Rain et a vraiment gagné en notoriété et est désormais connue. On l'entend partout dans les cafés, les magasins autour de nous. Jean-Romain, est-ce que peut-être tu pourrais parler de comment on a réagi face à la pandémie? Oui, bien sûr. Effectivement, donc la pandémie, évidemment, a eu des conséquences sur le milieu de la musique, mais d'ailleurs sur tous les milieux, en fin de compte, de l'audiovisuel. Donc, on a décidé de basculer majoritairement nos actions en ligne, comme d'ailleurs la majorité des postes l'ont fait durant ces dures années de pandémie. On a organisé, notamment pour rassembler donc du coup un public autour des contenus français, différentes actions. Une action, par exemple, dans le secteur du cinéma, on a proposé à des grands réalisateurs coréens d'organiser des cartes blanches sur des plateformes OTT, over the top, sur lesquelles ils ont sélectionné une dizaine de films français et qui ont été mis en avant sur ces plateformes. Même chose dans le domaine des séries télé. On a proposé durant un mois gratuitement des séries télévisées françaises sur une plateforme OTT qui ont été poussées en avant et ça a rassemblé 113 000 spectateurs, ce qui est quand même un chiffre important quand on sait qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des séries françaises en Corée. Même chose dans le secteur de la réalité virtuelle dernièrement, puisque les Coréens adorent voyager, comme beaucoup de gens à travers le monde, mais ne pouvant voyager, on leur a proposé de se rendre sur la plateforme U+VR, qui appartient au groupe LG. Sur cette plateforme, ils peuvent effectivement découvrir des contenus de voyage en France en réalité virtuelle. On rénouvellera cette opération d'ailleurs dans le cadre de Novembre numérique. Et d'ailleurs, dans le domaine de la musique particulièrement, qui est le sujet d'aujourd'hui, on a décidé de faire la même chose en travaillant sur un concept qui existe déjà, qui s'appelle What the France, monté par le Centre national de la musique, mais qu'on a transposé en Corée. Comment? En fait, on a proposé à une artiste reconnue en Corée qui s'appelle Stella Jang de proposer tous les mois une playlist où elle sélectionne une dizaine d'artistes français. Et cette playlist est diffusée sur une des trois plus grosses plateformes, la seconde en l'occurrence, de streaming en Corée, qui s'appelle Jenny. Savoir qu'en Corée, la plateforme
qui est la numéro 1 n'est pas Spotify, qui est quatrième ou cinquième. La première, c'est Melon, la deuxième, c'est Jenny, et la troisième, c'est Flow. Donc, nous, on a proposé effectivement à cette plateforme, avec cet artiste qu'on connaissait, d'avoir cette playlist mensuelle sur laquelle on fait évidemment beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. On organise des concours, on fait également des articles, puisque comme toute plateforme, ils ont également un magazine en ligne sur lequel on fait la promotion des musiques françaises. L'avantage, c'est que ça permet, puisqu'elle a une notoriété en Corée, d'attirer, en fin de compte, toutes les personnes comme une influenceuse qui suit ses goûts et qui, donc, du coup, vont aller sur la plateforme, écouter ces musiques-là et découvrir de nouveaux artistes. Donc, on lui demande, au travers de sa notoriété, d'être le porte-parole des musiques françaises en Corée. Ça marche plutôt bien puisque aujourd'hui, on a lancé donc cette initiative le 21 juin, jour de la fête de la musique. On est donc à la 4e playlist actuellement. Elle rassemble plus ou moins 20 000 écoutes par playlist. Ça permet à certains artistes qui n'étaient pas connus en Corée d'avoir une certaine notoriété. Ça a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que lorsque on reviendra effectivement à des tournées réelles, même si effectivement le live ne fonctionne pas très bien en Corée, lorsqu'on reviendra à des tournées réelles, ça permettra à des artistes déjà d'avoir un public en Corée et donc du coup de pouvoir faire une véritable tournée dans différents lieux en Corée. Par ailleurs, ça aussi pousse la plateforme Jenny à acheter des musiques françaises, puisque c'est le deal qu'on a fait avec eux. Lorsque des artistes marchent bien, ils sont d'accord pour acheter les albums de ces artistes et les mettre à disposition du public coréen. Donc finalement, cette initiative permet d'avoir de mettre une vraie lumière sur les musiques françaises grâce à une artiste reconnue en Corée sur une des plus grosses plateformes coréennes. Elisa, est-ce que tu peux nous présenter une initiative hors ligne que nous faisions avant le Covid-19 ? Oui, avec plaisir. Merci Jean-Romain pour cet exposé sur notre projet Genie. Mais effectivement, on a aussi, en temps hors pandémie, des actions live et dont une action majeure qui est le Zandari Festa. Donc, le Zandari Festa, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand festival de showcase de Corée qui a lieu à Hongdae, qui est un quartier plutôt étudiant, jeune, trendy de Séoul. Et comme je le disais en introduction, la scène live est assez peu développée. Donc, le but pour nous, c'est d'encourager les festivals indépendants et d'inviter des artistes français à participer à ce genre de manifestation. Pourquoi le Zandari Festa ? Parce que le Zandari Festa, c'est un festival qui mêle à la fois concert pour le grand public, mais aussi un volet professionnel, ce qui était important pour nous dans le choix d'un partenaire pour nos activités, puisqu'ils invitent chaque année un réseau de délégués à assister au concert et que beaucoup de négociations et de deals, notamment dans les festivals du monde entier, se font pendant le Zandari Festa. Donc, l'ambassade de France est partenaire de ce festival depuis 2016, avec la venue d'artistes français, 3 à 4 chaque année, et de leur entourage professionnel, pour ce qu'on appelle une French Night, donc la soirée française, suivie le plus souvent d'une tournée soit coréenne, soit même régionale. Grâce au soutien de l'Institut français, du Centre national de la musique et de la SACEM, on a pu inviter chaque année depuis 2016 des groupes variés comme Chinese Man, Kokomo ou encore Yellow Straps. Alors, je parle de performance live, mais c'est vrai que ces 2 dernières éditions du Zandari Festa ont eu lieu en ligne. Donc, celle de 2020 en direct sur une plateforme qui s'appelait Presented Live. On avait souhaité, avec nos partenaires, l'Institut français et le Centre national de la musique, se démarquer et démarquer la participation française. Comment on a fait ça ? Par un habillage graphique, donc en empruntant les codes de la télévision coréenne pour sous-titrer les paroles des chansons, ajouter des animations sur l'écran et ainsi capter l'attention du public qui regardait ces concerts en ligne. L'édition 2021 du festival a eu lieu hier, dimanche 10 octobre. On fêtait les 10 ans du festival. Et à cette occasion, le Zandari Festa s'est à nouveau réinventé avec un format innovant, un format de docu-série qui invitait des groupes qui ont marqué l'histoire du festival, 10 groupes coréens, 10 groupes internationaux, à présenter un showcase en ligne et une petite interview avec un focus sur les salles de concert qui ont beaucoup souffert pendant la pandémie.
Donc, la participation française cette année, c'était Flesh Love, qui se produisait au Petit Bain. Et c'est vraiment une vidéo de très bonne qualité que je vous invite à revoir sur nos chaînes. Jean-Romain, sans transition, est-ce que tu nous présenterais comment on fait quand on a des demandes entrantes des professionnels français pour gérer ça? Oui, je vais l'évoquer brièvement puisque je pense qu'on a déjà été un petit peu long. Effectivement, dans le cadre des industries culturelles et créatives, on a monté une plateforme qui rassemble en gros tous les écosystèmes de nos 9 secteurs prioritaires. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur cette plateforme ICC, donc industrie culturelle et créative.nr2, qui est notre partenaire sur cette plateforme, .io, icc.nr2.io. Donc, sur cette plateforme, en fait, pour satisfaire les demandes des groupes de musique français qui souhaitent se rendre en Corée. On a notamment identifié tout l'écosystème musique en Corée, à savoir les salles de concert, les tourneurs, de potentiels partenaires, des labels ou autres. Et en fait, l'idée, de manière très claire, c'est qu'on souhaite s'inscrire dans le temps. Comme tu le sais, Elisa, en VIA, tu as 2 ans. Moi, en tant que contrat d'attaché audiovisuel correspondant ICC, j'ai 4 ans. Donc, on a souhaité, en fin de compte, construire cette plateforme pour que des professionnels de la musique en France puissent prendre contact directement avec des professionnels de la musique en Corée et puissent travailler sur des relations sur du long terme. Donc, au travers de cette plateforme, ils peuvent identifier de potentiels partenaires. Par ailleurs, ça permet aussi, lorsque des groupes, et notamment puisqu'on commence à avoir de plus en plus de demandes avant le Covid, et donc du coup, j'espère qu'après le Covid, ça sera pareil, pour venir faire des tournées en Corée, ça leur permettra également d'identifier les lieux dans lesquels ils pourraient aller effectivement faire ces performances. Et enfin, j'espère que vous autres postes en Asie notamment et à travers le monde, vous prêterez à ce jeu de monter une plateforme un peu ad hoc, permettant effectivement d'identifier les salles de concert pour permettre de faire des tournées régionales aux artistes qui se déplaceraient, notamment pour nous, en tout cas en Asie. Voilà, écoutez, j'espère qu'on a fait le tour. On vous a fait en gros un panorama des musiques en Corée, puis une présentation d'une playlist en ligne sur une grosse plateforme de streaming. Et enfin, effectivement, une de nos actions phares dans le cadre d'un des grands festivals en Corée, le Zandari Festa. On espère que cette formation vous sera prolifique. N'hésitez pas à nous envoyer également du retour d'expérience ou à prendre contact avec nous. On sera ravis de partager évidemment ce qu'on fait en Corée. Merci, bonne journée, à très bientôt.